Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, pour l'analyse à froid d'aujourd'hui, j'ai revu très légèrement la formule au lieu de faire simplement uniquement de l'éclairage tactique. Il y aura 3 parties différentes. La première, c'est un petit peu ma manière d'inclure le débrief à chaud dans cette vidéo. En gros, simplement faire ma narration, ma synthèse de la partie. Si je devais mettre quelques mots, grosso modo, sur le match, quelle est l'histoire du match, quel mot est-ce que je choisirais? Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est la partie tactique, l'éclairage tactique. C'est la plus longue, je pense la plus intéressante, mais je trouvais ça cool aussi de l'introduire avec ma conclusion rapide sur le match. Et enfin, sur demande populaire, on va réintégrer les top flops avec les visuels auxquels vous vous étiez habitués il y a un petit moment maintenant, peut-être saison passée. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui, installez-vous bien, on a eu un super match, la vidéo arrive un petit peu tard, mais je pense qu'elle va être cool aussi. L'histoire de la partie, le débrief rapide, qu'est-ce que j'en ai pensé grosso modo? D'abord, on va dire l'évidence, un match merveilleux, un super match de foot. Quel bonheur absolu de retrouver la Ligue des Champions et d'avoir de la Ligue des Champions à ce niveau. J'ai fait un tweet il y a quelques semaines, ça fait 5 ans qu'on a match d'anthologie sur match d'anthologie en Ligue des Champions, hier soir. Pas d'exception, ça a encore été le cas. Je vais dire de la qualité technique sur chaque mètre du terrain, en tout cas surtout chez les milieux et chez les attaquants de chaque formation. Il y a eu plus d'erreurs derrière, mais bon, tellement souvent le ballon a été soigné et bien aimé. Donc ça c'est une chose, et puis 7 buts, la sensation que ça aurait pu être encore plus, en plus des buts plutôt bien rythmés au fur et à mesure des 90 minutes, ça donne un divertissement très très fort, je vais dire la raison pour laquelle on aime le foot. Ça c'est le premier point. Le deuxième ensuite, maintenant qu'on a éclairé ça de manière objective, le deuxième, qui a remporté le rapport de force, qui a remporté le match? Pour Man City l'emporte, s'il faut le rappeler, 4 buts à 3, mais qui a dominé le rapport de force? C'est très nettement Manchester City, plus que ce que ce petit but d'écart ne laisse entendre, de mon point de vue. Man City a été meilleur sur quasiment tout, je veux dire meilleur dans la pression, meilleur dans le contrôle, ils finissent le match avec 60% de possession, meilleur dans l'utilisation même du ballon qui a été faite de ce ballon, seulement moins réaliste et moins assassin que le Real qui a marqué 3 fois avec, si on exclut le penalty, parce que bien sûr ça fausse un peu la donne, mais si on exclut le penalty, le Real a marqué à 3 reprises avec moins d'un expected goals. Moins d'un expected goal, ou alors 2 buts sans le penalty avec moins d'un XG, etc. Alors que City de l'autre côté a eu un déluge d'occasions, ils ont touché le poteau en plus de leurs 4 buts, ils ont manqué de lucidité, il y a même des occasions qui sont des non-shot expected goals, qui sont même pas comptabilisées dans le bilan de tir, parce que combien de fois est-ce qu'on a vu ces centres rasants ou fuyants, notamment sur le dernier quart d'heure, que Ruben Dias a été pas loin de convertir à 2 reprises, plusieurs mouvements où il a manqué de la lucidité, mais simplement le bon geste n'a pas été fait, alors que ça aurait dû être une passe, il y avait un tir, bref, il y a plein de situations où ça aurait dû être encore plus dangereux, et Manchester City peut s'estimer assez lésé presque de n'avoir marqué qu'à 4 reprises. Donc ça c'est sur le rapport de force, grosso modo, de la partie. Je pense que l'histoire de ce match, le bilan c'est un City nettement supérieur, qui marque 4 buts, et qui pourtant, malgré tout ça, repart frustré. Alors que le Real de son côté a rien gâché, a exploité vraiment 100% et presque 110% de sa production, très efficient, et a eu aussi l'intelligence, ça il faut le noter, d'appuyer là où ça fait mal. On va bien revenir dessus dans le volet tactique, mais là où ça fait mal, c'est par exemple le flanc droit de Manchester City, qui était en souffrance, qui a commencé ce match sans Kyle Walker, sans Cancelo. John Stones, qui a tenu une trentaine de minutes, c'est pas son poste. Fernandinho, pendant 1 heure, c'était encore pire. Donc le Real a très bien appuyé là-dessus, avec Vinicius qui passe 3 dribbles dans cette zone, qui produit 3 tirs aussi, c'est le record du match, qui marque un super but. Dans cette zone, on a Ferland Mendy qui donne 2 passes décisives aussi, surtout la première. La deuxième, ça dépend à quel point on considère que c'est une passe décisive. Mais voilà, le danger est beaucoup venu de ce secteur. Et ça, c'est à mettre au crédit du Real qui a su appuyer là où ça faisait mal. Symptôme du déséquilibre vraiment très flagrant qu'il y avait dans cette zone. Et donc, si City repart frustré au bout du bout, c'est parce qu'il y a un match retour. C'est parce qu'il y a un retour dans 1 semaine. Et parce qu'il y a, je pense,
une certitude qui flotte dans l'air, c'est que ce retour n'aura pas grand-chose à voir avec l'aller. Un petit peu comme la performance du Real Madrid au Parc des Princes, au match aller du 8e de finale de Ligue des Champions contre le PSG, qui est assez similaire à celle-ci d'ailleurs, très suffoqué par la pression adverse, et qui pourtant, au retour au Santiago Bernabéu, avait su totalement renverser la vapeur. On sait qu'à Madrid, ce sera forcément très différent. Contre Chelsea, c'était un petit peu la même chose, même si c'était dans l'autre sens. Encore une soirée de folie à Madrid, ça ne fait aucun sens. Ou en tout cas, ça pourrait se produire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, Manchester City a remporté ce match, Manchester City a été d'assez loin la meilleure équipe, pourtant personne voit cette demi comme étant déjà pliée. Pour les amoureux de foot comme nous, c'est tant mieux, rendez-vous dans une semaine. Ok, pour la synthèse grosso modo de cette partie, on passe sur l'angle tactique où je vous ai préparé en gros un décortiquage, un éclaircissement des 7 buts. Je pense que c'est vraiment les phases les plus intéressantes. Et on va commencer avec le 1-0, donc au bout d'1 minute 23 à peine. Ce qu'on voit ici, c'est déjà le bloc bas du Real qui est en 5-4-1. Donc intéressant, sur le papier, c'est une équipe qui est en 4-3-3. On voit ici 5-4-1, avec une curiosité, c'est le placement de Fede Valverde en tant que troisième central. Alors c'est quelque chose qui est très très important pour la suite de l'action, c'est pour ça qu'on le note. Et c'est aussi quelque chose qui nous rappelle ce qu'on avait observé, souvenez-vous, on l'avait évoqué ensemble, contre Chelsea à Stamford Bridge, juste ici, où on retrouve Fede Valverde dans la ligne de 5. Hop, 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 et sans doute Ferland Mendy de l'autre côté. À nouveau, Fede Valverde avait décroché pour former cette ligne de 5 face à Chelsea. Alors, il était ailier droit sur le papier, contre Chelsea, 4-3-3, et Fede Valverde était ailier droit, du coup il revenait plutôt sur le côté, et il permettait à Carvajal d'être plus intérieur, Carvajal moins exposé sur son flanc, et pour le Real, donc meilleure protection d'un demi-espace que Kai Havertz par exemple aimait beaucoup infiltrer, Christian Pulisic aussi, etc. Voilà, on a retrouvé un petit peu la même chose contre Manchester City là, avec Fede Valverde qui est ici. Alors, ce que je vais dire, c'est que je pense que derrière cette consigne donnée par Ancelotti, il y a deux choses. C'est d'une, les lacunes défensives de Carvajal qu'il faut réussir à combler d'une manière ou d'une autre, et donc en l'occurrence structurellement, en modifiant ta structure. De deux, la deuxième raison, c'est que Tuchel et Guardiola, c'est un peu la même approche avec ballon, c'est le même combat. C'est la théorie des 5 couloirs de jeu, on le voit bien ici, 1, 2, 3, 4... et 5, les 5 couloirs de jeu, une grosse présence sur la largeur, et donc toujours ce danger dans les demi-espaces qu'il faut réussir à couvrir d'une certaine manière, en l'occurrence donc avec une ligne de 5. C'est l'exploitation des half-space Guardiola, comme Tuchel, c'est la même idée, donc ça me semble cohérent de reproduire cette approche pour verrouiller et protéger ces demi-espaces. Mais cette fois, ce qu'on note donc, on l'a vu contre Chelsea, il est ici, il est le latéral droit de cette ligne de 5. Cette fois, c'est différent, il est le troisième central de la ligne de 5, donc aux côtés de Militao et Alaba. Il est ici et Carvajal est côté. Donc c'est assez logique. Dans ce match, Casemiro était absent, il était blessé. Donc Kroos était la sentinelle et Valverde était le milieu relayeur droit du 4-3-3. Donc ça, c'était le trio du milieu de terrain. Donc c'était assez logique qu'il recule depuis cette position et qu'il soit plutôt dans le demi-espace plutôt que sur le côté, sinon il aurait fallu échanger de position avec Carvajal. Bref, trop compliqué. Et il se retrouve en troisième défenseur central. Le problème, c'est que ça va avoir des conséquences très sévères. Donc on poursuit un petit peu l'action. Ruben Dias a transmis à Mahrez long de ligne, donc on voit ici, passe qui vient d'aboutir sur Riyad Mahrez. Notons que, assez intéressant, même une ligne de 5 réussit pas à contrôler la largeur face au Manchester City de Pep Guardiola, qui est juste impossible à contrôler sur la largeur. C'est toujours l'idée très cruyffiste, rendre le terrain petit sans ballon, petit quand ton adversaire là est grand quand toi tu as le ballon. Toujours cette théorie aussi des ailiers positionnés vraiment qui mangent la craie, qui sont très très longues lignes. Manchester City donne toujours l'impression que le terrain est 10 mètres plus large que contre n'importe quel adversaire. Donc c'était encore le cas ici. Mahrez est touché, il va percuter. Grâce à deux choses, sa technique soyeuse, la percussion est délicieuse, mais il y a aussi l'appel de Bernardo Silva
qui pousse à la bas à libérer cet espace ici. On le voit là. Donc ça aussi, c'est un mouvement coordonné. Même si sur l'action, on a l'impression que c'est la technique de Mahrez qui fait tout, et elle fait 80% du travail. Mais ça, c'est hyper important aussi. Donc voilà, Mahrez réussit à pénétrer, à percuter, et il infiltre une poche d'espace que le Real défend très très mal. Tout au long du match, le Real a eu du mal à défendre ces intervalles-là. Donc il se retrouve dans cette zone, on va dire qu'il a fait son travail, enfin quasiment, parce qu'il reste encore un bijou de centre à les délivrer, mais il a fait une grande partie de son travail. Maintenant, c'est au tour de Kevin De Bruyne de prendre le relais, qui est ici. Alors, il est très visible. Ce qui est très visible, c'est que suite au mouvement un peu hypnotisant de Mahrez, tout le monde est très rivé sur le ballon, très attiré par le ballon. On voit que tous les corps du Real Madrid sont tournés vers le ballon. Je vais dire, même celui de Gabriel Jesus, qui vient demander ici un peu en retrait, tout le monde est très très orienté ballon et recule un petit peu en direction du ballon. Tout le monde, sauf une personne, c'est Kevin De Bruyne, qui déclenche son appel très très tôt. Ça, je trouve ça quand même assez remarquable. Regardez la distance par rapport à son vis-à-vis, par rapport à Fede Valverde. Et il déclenche son appel depuis cette position. Je vais dire que déclencher aussitôt, ça a deux avantages. Le premier, on te voit moins venir. Et ça, c'est très clair. On voit que Fede Valverde, il n'est pas concentré sur Kevin De Bruyne. Il est en train de regarder ce qui se passe devant lui. Et il est beaucoup plus pris par la position de Rodri en retrait, dont la présence est importante d'ailleurs. C'est une des petites clés de l'action qui permet de fixer un petit peu plus le Real. Mais donc voilà, Fede Valverde est beaucoup plus préoccupé par ce qui est en train de se passer dans cette zone, par un petit ballon en retrait potentiel pour Rodri. Donc le premier avantage de partir de très loin, comme Kevin De Bruyne le fait, c'est qu'on te voit moins venir. Le deuxième avantage, c'est que tu arrives dans la zone souhaitée, en l'occurrence ici, avec beaucoup plus de vitesse. Et donc, dans la perspective de disputer un duel aérien, d'être au duel, ça t'aide d'arriver avec autant de vitesse. Ça fait plus d'impact, plus de force dans ton geste de finition, ce qui va être très visible sur la suite de l'action. Donc voilà, Mahrez peut... Mahrez peut déclencher son centre, parfait, pile dans la zone que Valverde ne couvre pas, pile dans cette poche d'espace ici. Valverde qui n'est pas un défenseur central de métier et qui pourtant est positionné en tant que troisième défenseur central. C'est là que ce qu'on a illuminé au début de l'action joue énormément. Donc pile dans la bonne zone pour aller chercher Kevin De Bruyne, et pile dans l'intervalle Valverde-Carvajal, cet intervalle-là qui était vraiment la zone sensible du bloc du Real Madrid. Dans un combat de boss de jeux vidéo, je dirais que c'est la partie du corps un peu cachée où tous les tirs font 3 fois plus de dégâts. Ça, c'était l'intervalle Carvajal-Valverde. Donc centre parfait, absolument parfait dans cette zone. Hop, Valverde est beaucoup trop loin. Carvajal, qui n'est pas vraiment réputé pour sa qualité dans les duels aériens ou pour sa qualité de couverture du second poteau, est derrière Kevin De Bruyne, qui finit parfaitement d'une tête plongeante et bat son compatriote Thibaut Courtois. C'est le but le plus rapide de l'histoire en demi-finale de Ligue des Champions. C'est deux superbes initiatives individuelles donc de Riyad Mahrez et de Kevin De Bruyne, mais c'est aussi, et j'aimerais vraiment mettre l'accent là-dessus, c'est aussi un chef-d'œuvre collectif. À travers les petites choses qu'on a illuminées, le mouvement de Bernardo Silva, le placement de Rodri qui capte l'attention du bloc madrilène, c'est un but de tableau noir, vraiment, c'est une séquence travaillée à l'entraînement, vrai but de théoricien du foot, but de tableau noir, qui en plus a le mérite de s'appuyer sur la faiblesse principale de l'adversaire. Donc Manchester City, en marquant ce but, se regarde soi-même, est très concentré sur ce que lui-même fait, mais il y a aussi une attention particulière qui est portée à la faiblesse de l'adversaire, le point faible à cibler. Ce qui en fait pour moi un but vraiment guardiolien par excellence. D'autant plus que, voilà, sur la faiblesse de l'adversaire, il ressemble comme deux gouttes d'eau au but qui avait été marqué par Kai Havertz à Stamford Bridge il y a quelques semaines. Voilà, il ne faut pas oublier, donc ça c'est le ballon qui est mis dans la même zone, à nouveau cet intervalle, à nouveau Carvajal, et c'est très similaire, qui a la patte levée, comme là, c'est quasiment le même mouvement de jambe qui est battu au second poteau. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être un penseur révolutionnaire du foot, Guardiola c'est aussi un analyste de l'opposition. C'est un gars qui pense certes à son équipe, mais aussi aux carences de l'adversaire. Je trouvais que c'était très visible dans ce but, et c'est peut-être le but le plus intéressant du match de mon point de vue. Ok, on a passé beaucoup de temps sur ce 1-0, je sais pas, peut-être que c'était un petit peu trop long, je m'en excuse. Ça va aller un petit peu plus vite sur la suite. Le 2-0, 8 minutes plus tard, 10 minutes et 12 secondes de jeu.
Déjà, ça commence avec ce très bon ballon de Laporte dans le dos de Dani Carvajal, qui était, on ne le voit pas sur cette image, mais il était très préoccupé par le mouvement, le décrochage de Kevin De Bruyne, et du coup, il est pris dans son dos par ce ballon qui est mis dans une zone parfaite pour Phil Foden, hop, un petit peu en profondeur, lobé, un petit L1 triangle, pardon. Donc il a une longueur de retard. Encore une fois, City cible ce côté droit, et encore une fois, City exploite la largeur au maximum. Ce qui a pour conséquence de faire sortir Eder Militao de son axe. Militao qui devrait, ou en tout cas qui était là, se retrouve ici, long de ligne. Ça ouvre un énorme espace là, il y a un gros trou tout d'un coup. Donc Militao sort loin de son axe. Bon, cette action, soyons honnêtes, n'existerait pas si Foden, qui était techniquement dans un très très grand soir, réussissait pas un petit miracle long de ligne pour battre le gars qui sort comme un buffle sur lui. Petite touche pied gauche parfaite. Et comme quoi, pour exploiter la largeur, ça aide d'avoir des techniciens, des gars qui sont confortables dans les tout petits espaces. Ce que Foden réussit, il réussit ensuite, donc il a fait progresser le jeu, il peut temporiser, donner sur Kevin De Bruyne en retrait. C'est un mouvement qui a totalement déséquilibré le bloc madrilène. On a maintenant Militao qui est là, qui est hors de l'action. On a Carvajal qui a 9-10 mètres du porteur. Et on a Kroos qui est dans un no man's land. Et on a un 3 contre 2 dans la surface de réparation à la potentielle réception de ce centre. Donc un mouvement qui déséquilibre totalement le bloc madrilène et cette dernière ligne de défense. Kevin De Bruyne peut déclencher un centre dans un fauteuil, grâce à cette supériorité collective, dans un fauteuil, et Manchester City peut aller doubler son avantage, grâce à une grosse erreur d'Alaba, c'est vrai, qui attaque le ballon mais qui ne le gagne pas, et qui offre donc à Gabriel Jesus la possibilité de fusiller Courtois à bout portant. Au ralenti, on voit plusieurs choses, ici notamment, on voit que oui, c'est une erreur d'Alaba incontestable, mais il est aussi mis dans cette situation parce que le Real est en 2 contre 3. Hop, c'est ce qu'on voit ici. 2 joueurs du Real Madrid contre 3 dans cette zone, la zone importante ici, parce que Kroos est battu, il ne fait plus partie de l'action. Ce qui potentiellement pourrait laisser, si tu laisses Gabriel Jesus contrôler dans la surface en le cadrant simplement, c'est potentiellement lui donner le temps d'exploiter cette supériorité numérique. On peut imaginer qu'Alaba reste ici simplement en cadrage et le pousse un petit peu dans le dos pour qu'il ne puisse pas se retourner. C'est très bien, mais il peut rester ici dos au but, et tu peux avoir un mouvement de Riyad Mahrez qui vient demander en retrait, passe en retrait, boum, finition. Donc le fait d'être en 2 contre 3, d'être en infériorité numérique dans cette zone, d'avoir Eder Militao qui allait chasser ici le long de ligne et qui fait plus partie de l'action, ça aussi pour moi ça oriente le choix de David Alaba. Alors, voilà, je dis pas que c'est ce qu'il se serait passé, peut-être que Mahrez serait pas revenu, peut-être que Gabriel Jesus aurait eu du mal, peut-être que Modric serait revenu, bref. Je dis pas que c'est nécessairement ce qui serait passé, je dis même pas qu'Alaba pense consciemment à tout ça, évidemment, de toute manière, la part de conscience dans les décisions sur un terrain, elle est pas évidente. Toutes les analyses tactiques qu'on fait, c'est mettre des mots sur l'inconscient, pour moi, c'est mettre des mots sur l'instinctif qui se produit sur un terrain, qui obéit pourtant à des réflexions techniques et tactiques, ça a le mérite d'être analysé, mais c'est l'analyse de l'instinctif. Bref, ce que je dis, c'est pas que Alaba pense à tout ça, mais ce que je dis, c'est que en mettant ton adversaire dans des positions difficiles, par exemple d'infériorité numérique locale comme ici, t'augmentes ses chances de faire des erreurs, ça c'est vrai. Enfin, on peut estimer que Kroos ne joue pas tout à fait son rôle ici. Il coupe pas vraiment le centre, il n'est pas placé correctement pour couper cette trajectoire, et donc on peut aussi imaginer que l'absence de Casemiro dans ce rôle de sentinelle a fait mal au Real Madrid. Peut-être qu'il serait un petit peu mieux placé ici et qui protégerait l'accès à Gabriel Jesus. Voilà en gros pour le deuxième but. Le troisième but maintenant, le 2-1 du Real Madrid, il y a moins de choses à dire. Petit rebond favorable suite à ce tacle de Luka Modric qui permet au Real de s'épargner une transition défensive. Ça aurait été très très dangereux s'il y avait eu perte de balle, et on voit à quel point le Real était sur le fil du rasoir à plusieurs reprises. Mais donc, tacle avec un petit peu de réussite qui permet de conserver la possession. Mendy a un petit peu d'espace et peut aller déclencher un centre. On voit déjà l'appel de Karim Benzema, qui est toujours le premier à repérer ce qu'il faut faire. Mendy qui a un petit peu d'espace et qui peut aller déclencher un centre. Je vois pas vraiment de gros problèmes structurels dans la manière dont le Real défend cette action. Simplement, le centre est très bon. Il va arriver pile dans la bonne zone. Et simplement, à la réception, c'est Karim Benzema qui, tout en touché, va réussir un délice de reprise volée pied faible, côté gauche par rapport à Courtois, poteau rentrant.
Benzema-Zinchenko, on est d'accord, c'est sans doute un mismatch, c'est sans doute là que tu payes sa titularisation en tant que latéral gauche. Mais grosso modo, cette action, je vais dire, c'est good defense ou défense acceptable, better offense, meilleure attaque. Et donc le Real Madrid revient dans le match, aura même un micro temps fort dans la foulée. Ce que j'aime bien, c'est que l'axe Ferland Mendy, Karim Benzema, dès qu'il a marqué, il vient tout de suite voir Ferland, le secouer, le remotiver, lui dire merci aussi pour ton super centre. Le Real revient dans le match, aura un petit temps fort, mais au retour des vestiaires, Manchester City marque le troisième but, son troisième but, le quatrième but du match. Alors le 3-1, ça commence avec quelque chose que City, je vais vous le mettre ici, ce sera un peu plus simple. Le 3-1, ça commence avec quelque chose que City fait très bien dans ce match, à savoir la pression. Donc on ne le voit pas sur ce plan, mais tous les Citizens sont dans la moitié du Real Madrid. Et ils défendent à la médiane. Et donc ça force Ferland Mendy ici à jouer côté, à jouer longue ligne, dans une zone où c'est plus facile d'aller presser. En l'occurrence, Fernandinho, là, qui a souffert face à Vinicius, réussit à surgir et à gagner un ballon haut. Alors il joue un 1-2 avec Mahrez, là, qui lui permet de progresser. Et à nouveau, on voit à quel point Carvajal est beaucoup trop loin, couvre pas du tout cette zone qui est la zone cruciale, la zone dans laquelle Foden peut aller s'insérer. Carvajal est beaucoup trop loin, c'est très facile pour Fernandinho qui dépose un petit ballon, donc c'est pas pareil que le premier but qui était un centre très travaillé et une tête plongeante. Là c'est un petit ballon déposé pile dans l'intervalle. Phil Foden, sans vraiment se forcer, réussit à s'infiltrer dans cette zone, un peu au pas de trop, et il va aller mettre tranquillement sa tête en position à l'intérieur des 6 mètres. Défensivement, c'est quand même assez dramatique que Foden, qui n'est pas forcément réputé pour son jeu aérien, puisse aller placer une tête tout seul dans les 6 mètres comme ça. En tout cas, ça fait 3-1. Il y aura un autre but, bien sûr, quelques minutes plus tard, 3 minutes plus tard, le 3-2. C'est la même situation que celle qu'on a évoquée tout à l'heure. À nouveau, tous les Citizens sont dans la moitié du Real Madrid. À nouveau, ça défend à la médiane. À nouveau, Ferland Mendy est poussé long de ligne à devoir jouer un ballon assez périlleux et risqué pour Vinicius, un ballon un petit peu approximatif. Mais cette fois, Fernandinho arrive juste un poil en retard, rate totalement son intervention. Vinicius joue très très bien le coup, il faut le souligner, avec cette feinte de corps parfaite pour laisser passer le ballon. Et maintenant, ça devient très dangereux, mais ça devient très dangereux uniquement parce que la conduite de Vinicius est quasiment parfaite, 98% parfaite. C'est vraiment une séquence à montrer en école de foot pour la conduite de balle parfaite sur de longs espaces, sur de grands espaces. Déjà, sa première touche, hop, est exactement ce qu'il faut pour conserver sa vitesse. Elle va être longue et elle va être très droite. Donc la première touche est vraiment parfaite. C'est ça qui fait une très très grosse différence. Ok, la première touche est parfaite. Il peut continuer à sprinter, il peut continuer à maintenir son avantage sur Ruben Dias qui le poursuit, et il s'offre même le luxe, même si je ne vous ai pas mis l'image ici, grâce à sa très longue première touche, très longue première foulée, avant de rattraper le ballon pour mettre sa seconde touche, il s'offre le luxe de lever la tête pour prendre connaissance de la situation, pour voir le placement de Benzema, voir le placement de Rodrigo de l'autre côté. Donc, excellente première touche. La deuxième est super aussi, elle lui permet à nouveau de conserver sa vitesse, mais cette fois de se réaxer un petit peu. La première était très droite, la deuxième est un petit peu plus oblique. Elle est moins longue que ça, mais elle est plus oblique. Donc ça lui permet d'aller attaquer le but. La troisième, c'est peut-être la moins bonne de toutes. Elle est un poil trop courte, mais c'est là qu'on voit un grand joueur. Il se rattrape super bien avec la quatrième et surtout la cinquième, celle-ci qui sort de nulle part, qui arrive très très vite après la quatrième. Il enchaîne à une vitesse éclair, ça surprend les défenseurs, ça lui permet de s'approcher encore davantage, de ne pas perdre de tempo. Et ensuite, il finit parfaitement côté opposé. À noter quand même les progrès à la finition de Vinicius dans ce registre. Assez impressionnant depuis quelques mois. Donc pour le coup, c'est pas sur cette action que les screenshots brillent le plus. Si vous l'avez pas vu, désolé, hein, c'est l'UEFA, c'est le copyright. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder de votre côté quand vous aurez le temps. Mais réussir à transformer cette situation-là, 5 petites touches de balle plus tard, en un but, ça dit beaucoup de choses. 7 secondes plus tard, 5 touches et 7 secondes plus tard, c'est très très fort. Donc voilà, le Real Madrid revient dans le match à 3-2, mais 20 minutes plus tard, Manchester City en plante un autre, le but du 4-2. Assez intéressante comme situation aussi. Tactiquement, ce qu'on peut dire, la chose évidente, c'est qu'il y a beaucoup trop d'espace pour Zinchenko, qui est dans un océan d'espace ici.
Je pense que les jambes, elles commencent à être un petit peu lourdes pour le Real Madrid, et quand City renverse le jeu, comme ils l'ont fait ici, quand City renverse le jeu, ça commence à être de plus en plus difficile pour le milieu de terrain du Real de suivre. Donc on voit qu'à nouveau, il y a la ligne de 5 derrière, hop, 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 donc Nacho qui est rentré à la place d'Alaba, à nouveau la ligne de 5 derrière, cette fois Valverde est latéral droit, parce qu'en gros, Rodrigo est sorti, il a été remplacé par Camavinga, et donc le trident du milieu de terrain, c'est celui-ci, et Fede Valverde peut redevenir ailier droit, c'est-à-dire redevenir latéral droit sur les phases sans ballon. Bref, tout ce qu'on va dire, c'est que l'entrejeu ici, regardez ce tout petit triangle minuscule surface, triangle qui commence vraiment à manquer de jambes. Modric, il doit être là en fait, mais les pattes commencent à être lourdes. Et donc, cet entrejeu est facilement battu sur la largeur grâce à ce renversement. Ok, donc Zinchenko peut avancer, et il le fait, ce qui a souligné quand même, c'est une chose d'avoir l'espace, c'est une autre d'aller s'y insérer pour fixer, pour créer un décalage. Quand je dis ça, on voit que je regarde beaucoup trop de matchs de l'OL et que ça me fait trop rager. Mais il réussit, donc en tout cas, il va fixer, il va créer la différence et le potentiel décalage. Il obtient une faute très intéressante. Et là, on se dit que Kevin De Bruyne, qui est là, va avoir un très bon coup franc à taper, qui va sûrement frapper comme d'habitude bas et côté ouvert pour aller chercher ce poteau. Mais malgré le fait que M. Kovacs, l'arbitre, porte son sifflet à la bouche à 2 reprises, une fois là, une fois plus tard, il ne siffle pas. Parce que Bernardo a bondi sur le ballon et a profité de la confusion pour aller défier Carvajal, encore lui, et aller expédier bien sûr une frappe magnifique en pleine lucarne. Courtois ne bouge pas. Il y a vraiment 2 secondes où plus personne n'est sur ses appuis, où tout le monde s'arrête de jouer. Même De Bruyne, on le voit ici, se désintéresse de l'action, alors que pourtant c'est en pleine surface. C'est vraiment une action hyper confuse. Bon, c'est un but particulier, je comprends quelque part la réaction de chacun, mais la règle en foot, bien sûr, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter de jouer avant d'entendre le coup de sifflet. Et l'arbitre, même s'il a créé de la confusion en portant à 2 reprises son sifflet à la bouche, n'est pas responsable de la déconcentration des joueurs. Et même, on peut le dire, a très bien joué le coup. Bien joué, monsieur l'arbitre. City reprend 2 buts d'avance pour la 3e fois du match. 2 buts d'avance pour la 3e fois du match. Et enfin, donc, ils vont voir cet écart à nouveau réduit une 3e fois, et cette fois définitivement, puisque le dernier but pour couronner le tout, c'est ce penalty de Karim Benzema. Pas grand chose à dire là, à part le fait qu'après avoir raté 2 penaltys dans le même match, à eu 7 ou 8 minutes d'intervalle, c'est contre Osasuna en seconde mi-temps, 6 jours plus tôt, malgré le fait d'avoir raté 2 penaltys dans le même match, Karim Benzema arrive à les épaules pour aller planter une Panenka à un quart d'heure de la fin d'une demi-finale de Ligue des Champions. Assez remarquable. Maintenant, je suis sûr que lui dirait, comme Zidane l'avait dit en 2006, et elle me fait un peu penser parce qu'elle était très haute et elle a un peu flirté avec la barre transversale, je suis sûr que lui dirait que c'était le choix rationnel. Quand tu viens de rater 2 pénaltys d'affilée contre Osasuna et les 2 étaient tapés dans la même zone, ils étaient ici, à la droite du gardien. Le gardien s'était détendu, les avait arrêtés à chaque fois. Quand tu les as ratés ici à chaque fois, est-ce que tu te dis, est-ce que je retire du même côté? Est-ce que je change de côté? Ederson, lui, est allé à droite, à sa gauche, à lui. On peut imaginer que le seul truc qu'il n'attendait pas, c'était une Panenka. Et donc, peut-être que c'était pour ça qu'il fallait la faire, qu'il fallait la tenter. Mais heureusement pour lui qu'il ne l'a pas raté, parce que sinon ça aurait été dur à assumer. Voilà grosso modo pour l'angle tactique. Mes tops et mes flops maintenant. Mon premier top donc, c'est Kevin De Bruyne, un but, une passe décisive, plusieurs énormes occasions créées que ses partenaires n'ont pas fini, donc ça aurait pu être encore davantage. 2 dribbles réussis, dans l'ensemble, très grosse première mi-temps, énorme influence sur le résultat. Il mérite largement son top. Bernardo Silva ensuite, son but via cette frappe pure, mais très intelligent de manière générale dans ses déplacements, à l'image de son rôle dans l'ouverture du score qu'on a signalé. Aussi un énorme abattage défensif, il a le record de tacles réussis du match, 5, alors que personne sur la pelouse en a plus de 3. Super match de Bernardo Silva. Et enfin, on aurait pu mettre Phil Foden, qui a été techniquement délicieux, qui a marqué bien sûr, mais déjà son but n'est pas le meilleur des 7 qu'on ait vu ce soir, et surtout il gâche quelques très grosses occasions, dont une seule face au but sans gardien, que Carvajal repousse sur la ligne. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Karim Benzema, pour son doublé qui sont 2 buts remarquables, l'un est un penalty mais une Panenka, qui permet au Real Madrid d'y croire à l'orée du match retour,
et qui sont aussi donc ses 13e et 14e buts de la compétition. Il devient le seul meilleur buteur de cette édition, et il le restera quoi qu'il arrive, c'est-à-dire à moins que Mohamed Salah en mette 6 ou 7 d'ici la fin de saison. Disons qu'il devient à 98% de chance le meilleur buteur de cette édition de Ligue des Champions. Il reste sur 9 buts sur ses 4 derniers matchs de Ligue des Champions, contre Paris, 8e de finale, contre Chelsea, quart aller, quart retour, et donc cette fois demi-finale aller contre Manchester City, contre de gros morceaux en plus, sans avoir fait un immense match, car son Real Madrid a souffert. Il a plus qu'apporté sa contribution. Les flops, je vais mettre en premier Carvajal, directement impliqué sur tous les buts. Vraiment un match sans pour lui. Ensuite, la charnière Alaba-Militao qui a été déplacée de partout sur le terrain, et des erreurs directes aussi, en l'occurrence surtout pour Alaba, mais on a vu le positionnement de Militao sur le second but, qui est aussi fautif, coupable. Enfin, j'ai pensé à mettre Rodrigo, que j'ai trouvé un peu invisible, et en plus quelques mauvais choix en première période, mais j'ai finalement sélectionné Aymeric Laporte, pas top sur les 2 derniers buts du Real Madrid, bien sûr. Sa main provoque le penalty. Voilà en gros pour cette vidéo. C'est à peu près tout ce que je pensais du match. Je vais dire une superbe rencontre de football, et déjà hâte d'être mercredi prochain. Ça va être un peu différent bien sûr sur le volet tactique, parce que, alors Kyle Walker, je ne sais pas s'il sera remis de blessure, mais Joao Cancelo ne sera pas suspendu, donc peut-être que le Real Madrid aura moins de possibilités d'aller faire mal sur ce flanc-là. Peut-être que Carlo Ancelotti reverra son approche par rapport à Carvajal, par rapport à cet intervalle Valverde-Carvajal qui a été mis en grande difficulté. Ce sera intéressant. Le Santiago Bernabéu, c'est un des acteurs majeurs de cette campagne de Ligue des Champions, de cette édition de Ligue des Champions tout court. Donc ce sera très cool de voir le retour au Santiago Bernabéu. On en fera une vidéo comme ici. Et voilà, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous en remercie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.